vous avez pu constater comme moi, comment est-ce que un match opposant les États-Unis et l'Angleterre, qui s'est soldé par un match nul, met une image au niveau des tribunes, à savoir celle du président du Libéria, George Weah. C'est une image qui dit tout. Oui, un père, c'est bien qu'il se déplace pour aller applaudir ses enfants, son fils bien-aimé, joue au football. Mais lorsqu'il s'agit d'un chef d'État, on peut au moins se poser des questions par rapport au comportement des dirigeants africains, même quand ils sont de la nouvelle génération. Comment comprendre que George Weah, qui est chef d'État libérien, footballeur, qu'il quitte son pays pour aller applaudir son fils qui joue pour les États-Unis. Cela veut donc dire, exactement pour certains qui reprochent à Embolo d'avoir abandonné le Cameroun, que vous voyez jusqu'où les chefs d'État africains sont cyniques, sont antipatriotiques, sont capables eux-mêmes non seulement de vendre leurs enfants à d'autres pays, mais d'applaudir pour les intérêts des autres pays. Imaginons un match entre le Libéria et les États-Unis. George Weah fait comment? Il va supporter quel pays? Bien évidemment le pays de son fils, puisqu'il a démontré cela, qu'il supportait les États-Unis et non le Libéria, qui n'est même pas qualifié pour la CAN, qui ne parvient pas à se qualifier pour la CAN. Et pourtant, George Weah, on se sera attendu à ce qu'il vienne à développer son pays, ne serait-ce que sur le plan footballistique. On aurait cru peut-être qu'il allait mettre des infrastructures, qu'il aurait recruté ou créé une académie. Mais que non, que dalle. Le Libéria, avant que George Weah n'arrive, avait parfois été même à 98e au classement FIFA et même 84e. Le Libéria avait même participé déjà à 2 CAN. 2002 et je crois en 96 également. Mais comment se peut-il donc que George Weah est président de la République depuis janvier 2018? Et la première chose qu'on voit, c'est que son fils, le 28 mars 2018, devient sélectionné dans l'équipe des États-Unis d'Amérique. Vous êtes chef d'État et votre fils, 2 mois après votre élection, joue son premier match pour les États-Unis. Mais vous allez me dire, parce que son fils, il est américain, mais il avait la possibilité aussi. Sa mère est jamaïcaine. Son père est libérien. Et puis, c'est en France qu'il a appris à jouer au ballon, puisque d'ailleurs, c'est au niveau du Paris Saint-Germain, avant d'être plus tard prêté peut-être au Glasgow, en Écosse, et puis revenir en France. Mais qu'on me dise et qu'on m'explique qu'un chef d'État, son fils, devienne maintenant le premier buteur américain de la Coupe du Monde, et il applaudit, alors que son pays à lui a régressé sur ce qu'on appelle le classement FIFA. Le Libéria, depuis que George Weah est là, n'a fait qu'aller 150, 151, 152, 160. Mais le Libéria sera finalement dernier. Alors qu'on a élu George Weah
Et ils préfèrent aller chanter, faire de la musique, aller applaudir les autres et tout et tout. Mais regardez d'autres petits pays qui ont investi dans certains domaines. Quand on parle de ces domaines-là, parce qu'il faut investir dans le football. On a bien vu Madagascar. On a bien vu la Mauritanie. On a bien vu d'autres petits pays qui sont maintenant en progression par rapport au football. Mais non, il préfère plutôt prendre son fils et lui dire que va jouer là-bas, aux États-Unis. Et c'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, même si là c'est la fuite des pieds. La fuite des cerveaux est tellement importante aujourd'hui en Afrique que vous allez voir, les chefs d'État africains se réunissent. Et il y a un rapport de l'OCDE, il y a une alerte qui est donnée en 2010, et ce rapport est encore publié en 2013, qui dit quand même que l'Afrique subsaharienne vient de perdre 75 000 médecins et infirmiers qui ont abandonné l'Afrique pour aller travailler dans les pays de l'OCDE. Quand on parle des pays de l'OCDE, ça veut dire la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Suède, la Finlande, et puis vous y ajoutez même les États-Unis, le Canada, et même le Mexique. Ils font partie des pays de l'OCDE. Pour former un médecin, ça prend beaucoup de temps. Un infirmier, au moment où nous avons pratiquement une crise, mais on se rend compte que ceux-là vont plutôt à l'étranger, exercer là-bas. Le problème aujourd'hui est que on va accuser ceux-là de ne pas souvent revenir, ou bien de préférer s'enfuir. Comme bon nombre de professeurs aujourd'hui au Cameroun, chaque fois, selon les derniers rapports du ministère de l'Éducation, quand les vacances arrivent, ils s'en vont en vacances, soi-disant, mais ne reviennent jamais et calent à l'étranger. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Parce qu'on se moque d'eux. Parce que les salaires sont trop bas. Et parce qu'il n'y a pas ce qu'on peut appeler une carrière. C'est de la débrouillardise. Et du coup, aujourd'hui, les pays africains sont en train de perdre de leur talent. Combien d'Africains sont-ils à l'étranger et font les merveilles à l'étranger? Parce que chez eux, les hommes politiques ou les dirigeants ne veulent même pas d'eux, ne s'occupent pas d'eux. On va parler de footballeurs, de tels, de Mbappé qu'on a perdu. Mais qui peuvent vous parler de Jacques Bonjao? Est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'il représente pour le Cameroun? C'est un Camerounais digne de ce nom qui a étudié à l'université à Washington, qui était le major des majors. Voilà quelqu'un qui était habile en informatique, qui est très habile en informatique. La preuve, c'est qu'il devient le tout premier manager non américain de Microsoft. Jacques Bonjao. Il est camerounais. Il devient, vous vous rendez compte, le conseiller spécial de Bill Gates. Bill Gates. Vous connaissez ce que ça veut dire? Au lieu de solliciter Bonjao, Jacques Bonjao, Paul Biya se lève. Il dit qu'il va moderniser les universités camerounaises, que maintenant on va mettre
le système informatique dans les universités, on va mettre ceci et cela, on va équiper avec les trucs de dernière technologie, on va mettre ceci, il y aura des tablettes. Et qui lui dit ça? Jacques Famondongo. On charge Jacques Famondongo de mener ce projet-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Jacques Famondongo, avec son gros dos, professeur Zozo, le voilà qui va nous expliquer que 32G égale 500 gigas. 32G égale 500 gigas. Il va en Chine. Il saute Bongjao. Il saute tous les spécialistes ingénieurs, informaticiens, qui créent des logiciels, qui sont à Microsoft, comme j'ai dit. Il va chercher des Chinois dans un sous-quartier. Ils se mettent à fabriquer des ordinateurs Paul Biya là-bas. 75 milliards. Alors qu'avec 75 milliards, vous auriez appelé des Camerounais. Ces Camerounais-là auraient installé des usines qui produisent des ordinateurs, des usines qui produisent des téléphones portables, des usines qui produisent tout ce qui est électronique, informatique. Mais ils ont refusé. Au lieu de 75 milliards, on se rend compte qu'ils sont plutôt partis se surendetter pour 150 milliards. Où sont les ordinateurs Paul Biya? Ont-ils même fonctionné? À peine ça commençait, bloup, il n'y avait plus rien. On ne sait comment les réparer. On ne sait comment les dépanner. Et après, on va se plaindre que oui, vraiment, Jacques Bongjao n'est pas un bon ceci et cela et tout. Vous vous rendez compte? Il y a des Camerounais qui sont capables de créer des armes. Lorsque quelqu'un va utiliser une arme créée par un Camerounais, un missile créé par un Camerounais pour bombarder le Cameroun, vous allez dire quoi? Parce qu'on ne connaît pas nos valeurs. Et du coup, on se retrouve avec quelqu'un comme Paul Kagame. Comment Paul Kagame a réussi à créer aujourd'hui l'université de mathématiques, à avoir un grand hub sur le plan informatique et tout et tout? Certes, ce n'est pas encore la vallée, ce n'est pas encore ce qu'on peut vraiment dire le top des tops, mais sur le plan africain, c'est déjà extraordinaire ce que Paul Kagame fait avec des Camerounais. Est-ce que vous vous rendez compte que Paul Kagame, dans son cercle de réflexion, a pris 26 Camerounais. Il réfléchit avec 26 Camerounais. 26! Paul Biya, lui, il a recruté Yvonne Omnes. C'est lui qui est son conseiller. Paul Biya préfère aller prendre les Bolloré. Paul Kagame, lorsque il arrive au pouvoir, il trouve que le Rwanda est détruit. Il n'y a plus rien avec le génocide qui pratiquement a fait entre peut-être 800 000 morts et 1 million. Mais en fin de compte, il demande aux Anglais que lui, je veux d'abord de la bonne matière première, c'est-à-dire les intelligences. Paul Kagame n'a pas eu besoin de faire des études, hein. Il était en bourse.
Il dit, moi je vais les experts qui vont m'aider à reconstruire le pays. Les Anglais lui disent que bon, on va t'envoyer des Blancs et que tu dis non, non, non. On est déjà sorti de la colonisation. Cherchez-moi les Africains dignes de ce nom qui peuvent venir m'aider, mais qui ont une bonne expertise, qui ont travaillé avec vous, qui sont là-bas. Je veux la bonne matière première. Et voilà comment est-ce que on lui envoie des experts. Parmi ces experts, 60% sont d'origine camerounaise. Ce sont donc les Camerounais qui sont en train de développer le Rwanda avec Paul Kagame. Les Camerounais qui ont été chassés par Paul Biya sont en train de développer le Rwanda. Les Camerounais qui ont été refusés par Paul Biya sont en train de développer le Rwanda. Paul Biya préfère avoir pour conseiller, si ce n'est pas un Français, c'est Jacques Famon Dongoti, pour saluer François Fillon, et courbe la tête comme ça là. Quelqu'un, un nigo, qui ne se connaît pas. Il ne prend pas les experts. Regardez à la BAD, la Banque africaine de développement. Eh bien, on a voulu réformer la BAD. Eh bien, le directeur arrive et dit non, attendez, nous on ne peut pas accepter que sur 54 États de la Banque africaine de développement, que certains pays, on retrouve des directeurs qui sont trop nombreux. Donc, on ne veut pas plus de 2 directeurs issus d'une même nationalité. En fait, il indexait qui? Les Camerounais. Parce que 11 Camerounais occupaient les secteurs clés de la BAD. Mais quand il est arrivé, on lui a dit, mais tu veux donc qu'on mette qui? Il a dit, certainement il y a eu le favoritisme. On va refaire tout. Il faut qu'on fasse même par des tests ou bien par des quotas. Il a voulu dire quotas, on a dit non, non, non. Dans une banque, on prend des gens qui ont la tête. On ne prend pas que tel pays, on prend un idiot, tel autre côté, on prend un larcin, l'autre on prend un larbin, l'autre on prend un pantin. Non! Nous voulons la crème de la crème. Et on avait fait venir un cabinet d'expertise anglaise où on a dit, on licencie tout le monde à la direction. Et maintenant, on va reposer des candidatures. Tout le monde va présenter sa candidature. Mais pas de nom, pas de ceci ou cela, pas d'indication. On distribuait juste les codes au Cameroun à tous les candidats. Ils venaient de tous les pays africains. En fin de compte, on choisit les meilleurs. Sur 26, 18 étaient cette fois-ci Camerounais. Les Camerounais étaient les meilleurs. Comment vous pouvez donc comprendre que un tel pays qui regorge des meilleurs, qu'il soit dirigé par le même clan? Mais attendez, les Camerounais sont les meilleurs partout. Vous arrivez dans tel secteur, ils sont les meilleurs. Le premier préfet noir même de la France, c'est un Camerounais. Mais comment se peut-il qu'au Cameroun, on dise que ce n'est que Paul Biya, le plus intelligent, Paul Biya, le plus beau, Paul Biya, c'est tu dis tout à l'heure même qu'il a quel diplôme? On dit non, c'est qu'il avait eu la licence en 1900, ouais. Et il a fait quoi? Non, c'est que vraiment, il a avec des gens qui sont, ils stabilisent le pays. Mais mon ami, où sont justement les résultats? Il n'y a pas. On prend plutôt la diaspora comme des parias. On ne veut pas d'eux. Ce sont les gens qui sont au Cameroun qui sont les meilleurs. Mais ailleurs, on honore les Camerounais. Comment vous pouvez comprendre que Kagame organise un conseil des ministres le 13 mai 2022 et à l'issue de ce conseil, il nomme comme consul honoraire au Cameroun Tawamba. Tawamba, le Camerounais, président du JICAM, c'est-à-dire que le groupement interpatronal, le patron des patrons du Cameroun.
Il représente maintenant les intérêts du Cameroun. Que dis-je? Les intérêts du Rwanda. Il les défend au Cameroun. Il a été nommé par Paul Kagame. Cet Awambala, est-ce que Paul Biya l'a déjà rencontré? On vous fait comprendre que c'est le président, le patron des patrons. Il n'a jamais rencontré Paul Biya. Ou Paul Biya refuse plutôt de le rencontrer. Quand il y avait un forum là et tout, il voulait même parler à Laurent Esso. Laurent Esso a dit que j'envoie Jean de Dieu Momo. Vraiment, vous là, vous êtes trop petit pour moi. Je ne peux pas venir. Et vous savez que le JICAM représente dans le PIB du Cameroun 43,7%. Le JICAM, ça regroupe près de 940 entreprises. C'est-à-dire que c'est toute l'économie du Cameroun. Et vous vous en fichez d'eux. Vous ne les écoutez pas. Et c'est Paul Kagame qui quitte le Rwanda pour venir prendre le président du JICAM. Là, vous allez dire que le président du JICAM, c'est parce qu'il aime l'argent? C'est parce qu'il n'est pas patriote? Je vous dis d'abord que le poste de consul honoraire, c'est sans salaire. Mais juste parce qu'il se sent honoré, il se sent respecté. Et il voit que voilà quelqu'un qui reconnaît mes capacités, mes qualités. Eh bien, il accepte de travailler avec celui-là. Paul Kagame travaille avec Maître Akeremouna. Maître Akeremouna était au Cameroun, président de Transparency International. D'ailleurs, il en est le fondateur. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Laurent Esso, la seule chose qu'il a cherché à faire, c'est il va prendre la sœur de Akeremouna, il fait des choses derrière avec elle, ils vont se retrouver dans des chambres d'hôtel, et après, il dit au juge, condamnez Akeremouna. Aujourd'hui, Akeremouna n'est même plus au Cameroun. Akeremouna, conseiller de Kagame. Akeremouna, conseiller de Félix Tshisekedi. Akeremouna, conseiller de la Banque mondiale. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Là, on va demander de l'argent. C'est un Camerounais qui est conseiller là-bas. Mais vous l'avez chassé de chez vous. Vous avez fait qu'il soit même condamné pour une histoire de famille. Que son père avait laissé de l'argent et tout. Vous dites que non. Parce que je suis ministre de la Justice. Comme je sors avec sa soeur, je vais détruire sa carrière parce qu'il a osé dire que lui aussi, il peut se présenter candidat à l'élection présidentielle. On détruit donc des cerveaux et ça fait que beaucoup de gens et beaucoup de jeunes qui voient qu'ils n'ont plus de possibilité de rester au Cameroun sont obligés d'aller, de s'enfuir. Et les chiffres qui sont actuellement donnés par la Banque mondiale sont effrayants. Puisque selon les statistiques et les prévisions de la Banque mondiale, en 2050, il y aura 390 millions de jeunes Africains qui vont quitter le continent. 2050. Et la Banque mondiale dit, ils seront âgés entre 15 et 24 ans. Quand vous vous privez déjà de cette main-d'œuvre, de ces gens qui sont dynamiques, qui peuvent faire que la croissance puisse augmenter, vous vous dites quoi? Eh bien, les pays occidentaux vont en profiter, vont en bénéficier, puisque de l'autre côté, la Banque mondiale dit que, justement, en 2050, on aura une population européenne qui sera vieille à 62%. Donc, ils auront besoin de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre ne peut venir que des pays de l'Afrique subsaharienne dont le Cameroun est tête de série pour la fuite
des jeunes, pour la fuite des cerveaux. Nous voilà donc dans ce qu'on peut dire aujourd'hui, nos propres turpitudes. Quand on est un homme politique, quand on n'a pas de vision, quand on n'a pas des projets pour la jeunesse dont on a pourtant prétendu être le fer de lance de la nation, vous voulez qu'ils aillent où? Qu'ils se réfugient. Là, on a besoin d'eux. Là, ils gagnent leur vie. Là où ils peuvent avoir des moyens de survenir aux besoins de leur famille restée au village. Puisque justement, selon d'autres prévisions et d'autres statistiques de la Banque mondiale, on voit bien évidemment que certains pays aujourd'hui, tels que le Lesotho, on se rend même compte, ou bien le Cap-Vert, que ceux qui sont installés à l'étranger sont plus nombreux que ceux qui sont restés au pays. Et on voit également aussi qu'il y a les flux au niveau financier, puisque ce sont ces gens qui sont installés à l'étranger qui apportent plus que l'aide au développement. L'aide au développement que les pays africains vont mendier chez des Occidentaux, dans des banques. Cette aide n'est rien par rapport à ce que les travailleurs immigrés, ce que nous apportons, nous qui sommes installés à l'étranger. Il y a toujours un cousin, il y a toujours un frère, il y a un hôtel qu'on va ouvrir, il y a une école qu'on va ouvrir, il y a ceci qu'on va faire, il y a ceci qu'on va faire. Mais tout ça, le régime ne mettra jamais ça en exergue. Le régime préfère plutôt dire que non, c'est la diaspora qui veut déstabiliser. Oh, ils sont avec les étrangers. Oh, ils détestent le pays. Oh, ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela. Quand tu arrives au pays, on te donne le poison. Tu ne peux pas avoir aujourd'hui, même dans ta propre famille, la jalousie, l'aigreur sont tellement semées, sont tellement brandies, de telle sorte que celui de la diaspora est devenu comme l'ennemi à abattre. Et du coup, combien de gens ont eu d'ailleurs cette idée-là de poster sur des vidéos, sur des réseaux sociaux? Nous avons repéré la maison d'Embolo, la grand-mère et ceci et cela. Il faut maintenant aller s'attaquer à ça. Et c'est des jeunes qui font ça. Alors que ce n'est pas Mbolo qui leur met dans cette situation-là. Eux-mêmes, ils sont dans cette situation-là parce qu'ils attendent juste un petit instant pour s'enfuir. Combien de Camerounais sont chassés en Guinée équatoriale qui, à l'époque, pouvaient imaginer qu'un Camerounais peut être chassé de la Guinée équatoriale? Combien de Camerounais sont chassés du Gabon qui, à l'époque, pouvaient imaginer que les Camerounais pouvaient aller mendier au Gabon? Combien de Camerounais croupissent maintenant et sont dans des réseaux incroyables au Tchad? Un pays comme le Tchad, mais c'est terrible. Les femmes camerounais sont actuellement réfugiés en République centrafricaine. Mais ils continuent à soutenir le régime Biya. Alors que ce régime ne fait que chasser des talents, chasser des intellectuels, chasser les footballeurs, chasser les sportifs de haut niveau, pour laisser rester avec des médiocres. Comment voulez-vous construire donc un tel pays lorsque vous ne pouvez pas faire avec la diaspora? Regardez tous les autres pays. Le Sénégal en 1993 a eu encore à remodéliser son ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'étranger. Ça fait qu'il y a un lien entre le ministère des Affaires étrangères et presque notre ministère des Affaires étrangères installé à l'étranger, où on s'occupe de ces Sénégalais-là. C'est ce que le Mali a fait, même le Ghana. Au moins 15 pays africains bénéficient de leur diaspora. Et c'est cette diaspora-là qui, parce que justement, tel connaît tel, peuvent donc mener des actions en concertation pour pouvoir investir au pays. Mais investir au pays aujourd'hui, à peine tu vas arriver à la douane, c'est bloqué. À peine tu veux un titre foncier, c'est bloqué. À peine tu veux faire ceci, oh, il y a les taxes, il y a ceci, il y a cela. On augmente tout. Tu n'as pas de possibilité. Et du coup, le Cameroun
sur le plan doing business, n'a fait que reculer au classement. Rien n'a avancé. Et la seule chose qui existe aujourd'hui au Cameroun, c'est la vie chère. Ils croupissent dans la misère. Et on préfère les distraire avec le football. Pour que, quand celui-là voit un match de football, il croit que c'est ça qui va résoudre son problème. Il profite du mondial, mais malheureusement, ça tourne mal. Parce qu'ils auraient encore balancé cette bisbille de joie à un peuple errant qui ne sait pas de quoi demain sera fait. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Oui, ceux qui sont à l'étranger, il faudrait seulement aller maintenant demander encore, est-ce que tu peux m'envoyer un petit Western Union? Est-ce que tu peux me faire un orange quoi là? Ou bien est-ce que tu peux m'envoyer? Brel Mbola, tout comme beaucoup d'autres Camerounais, ils sont nombreux à l'étranger. Il suffit juste de les revaloriser. Il suffit juste de savoir que ce sont des enfants qui, tous issus de cette patrie-là, et comme tout dans tous les grands pays, eh bien, permettent de développer la patrie. Si tu ne peux pas reconnaître la diaspora, ne va pas te plaindre quand un enfant de la diaspora vient te planter un but à la Coupe du Monde.